Mesdames et messieurs les membres du jury, Madame la Présidente, cher public, chère contradictrice, bonjour. C'est à ces manières que l'on juge un homme. J'ai pourtant ouï dire que certaines personnes dans cet amphithéâtre manquaient cruellement de savoir-vivre. Moi, Marie-France Colombe de l'Élysée Dufresne, ai décidé de mettre mon humble personne à votre disposition afin de remédier à ce terrible problème. Quand je vous vois avachis de la sorte, je me dis qu'il semble nécessaire de commencer ma leçon de bonne manière sans plus tarder. Qu'est-ce que le savoir-vivre? Le savoir-vivre, ce sont les règles fondamentales de bienséance. Ponctualité, prévenance et politesse en sont les maîtres mots. Ces principes semblent évidents et incontournables, et voici que je découvre avec horreur qu'ils ne sont pas respectés de tous. Souhaitez-vous connaître une personne qui, à mon sens, manque cruellement de savoir-vivre? La mort. Pire encore, la mort n'a pas seulement un manque de savoir-vivre, elle est un manque de savoir-vivre. Vous n'êtes pas convaincus? Pourtant, vous la connaissez tous. Elle hante vos esprits. Elle est partout. Dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux. Mais personne n'a jamais vu son visage. La mort, cette ombre surgissant dans la nuit, toute de noir vêtue, le visage recouvert de son funeste masque. Cette créature mystérieuse que tout le monde côtoie, mais que personne ne connaît réellement. Cette femme qui n'a de cesse d'embrasser les hommes tour à tour. La mort, que ce soit en sa personne ou en sa survenance, constitue intrinsèquement un manque de savoir-vivre. Par ailleurs, le fait de mourir démontre indéniablement que l'homme, finalement, ne sait pas vivre et n'a donc pas de savoir-vivre. Tenez par exemple, il y a 2 jours, tante Rosalie joue au bridge, l'émotion est à son apogée, son cœur s'emballe et pitac, elle est morte. Il paraît que c'est ce qui était écrit. Pensez-vous que la mort ait pris soin de la prévenir? Un coup de fil, un mail, voire même un SMS? Que nenni! Pas même un fax ou un pigeon. Il s'agit là pourtant d'une règle fondamentale de savoir-vivre. On ne rend pas visite sans prévenir. Avide, froide, vengeresse, mortelle, trompeuse, rancunière, ce manque de savoir-vivre est tel qu'il en devient la définition même de la mort personnifiée. Alors, ma contradictrice pourra toujours vous dire le contraire, que certains accueillent la mort les bras ouverts, mais vous ne m'empêcherez pas de penser que l'on prend tous peur à l'approche de la mort. La mort ne cesse de me décevoir par son impolitesse, mais plus encore, le fait même de mourir révèle un profond manque de savoir-vivre. Les défunts abandonnent famille, responsabilité, travail, laissant derrière eux des êtres meurtris, des proches effondrés et des tonnes de dossiers à terminer. Pire encore, les proches déjà bouleversés vont devoir faire face à un nouveau manque de savoir-vivre de la part de la mort. Je parle bien évidemment de l'enterrement. Alors que le savoir-vivre demande de faire preuve de discrétion, voilà que la mort place le défunt au centre de toutes les attentions. Les funérailles, ça coûte cher. Mais en plus, elles demandent un temps fou. Avez-vous déjà pensé à ces malheureux à qui l'on confie la lourde tâche de la rédaction de l'éloge funèbre? N'est-ce pas d'une profonde impolitesse que d'accaparer le temps si précieux de ces pauvres gens? Pour écrire un bel éloge funèbre, il faut des faits intéressants, des souvenirs marquants, ou du moins quelques gentillesses. Mais soyons honnêtes un instant.
Nous avons tous une personne dans notre entourage pour qui la tâche s'annonce un peu plus compliquée. Et j'en sais quelque chose. Ce matin même, dans le train, ce problème s'est imposé à moi, pour ma chère tante Rosalie. D'ailleurs, il s'est avéré que j'ai eu plus de temps que prévu pour y réfléchir. Alors que mon train accumulait un retard insupportable, j'ai dû annuler mon rendez-vous chez le coiffeur. Ma vie était déjà assez compliquée et fatigante, et voilà que j'apprends qu'un malotru s'est jeté sous mon train. Si sa mort n'est pas un manque de savoir-vivre, alors... Bref. Le temps me semblant long, et comme l'éloge de ma merveilleuse tante Rosalie se résumait à son amour inconditionnel pour ses 3 chats, j'ai essayé de comprendre le geste désespéré de cet homme. Ce malheureux manquait non seulement de savoir-vivre pour avoir une mort aussi égoïste, mais il est évident qu'il ne savait plus vivre. Cet homme n'avait plus goût à la vie. Il n'était plus apte à vivre. La mort était donc l'inévitable issue. Mais qu'implique vraiment le fait de savoir vivre? Plus encore que de savoir vivre en communauté grâce aux bonnes manières, il faut apprendre à vivre mieux. S'évertuer à gérer ses émotions pour être capable de surmonter les aléas de la vie. Mais également réussir à vivre plus sainement. Je suppose que vous disposez tous d'une télévision. Tout comme moi, vous connaissez par cœur, bien malgré vous, le slogan « Ne mangez pas trop gras, trop salé, trop sucré ». Pourtant, une petite sucrerie de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Malgré quelques écarts acceptables, il vaut mieux écouter ces conseils, car ne pas savoir vivre sainement mène inéluctablement à la mort. Je dis savoir vivre sainement, mais il s'agit simplement de savoir vivre. Car peut-on dire que l'on sait vivre si nos actes nous tuent à petit feu? Le savoir-vivre m'obligeant à l'honnêteté, je dois vous répondre que non. Heureusement pour nous, la science est là pour nous aider à repousser notre heure fatidique. La médecine a eu un impact positif sur nos vies et nous apprend de jour en jour à vivre mieux. Vaccins, chirurgie, transplantation, toutes ces techniques médicales permettent de préserver nos vies de la mort. Certes, pas encore éternellement, mais des recherches sont en cours et aboutiront un jour. Ce jour-là, ce savoir-vivre sera entier, absolu. Ce jour-là, la vie aura vaincu la mort. Ce jour-là, le savoir-vivre supplantera définitivement la mort. Refuser de recourir à ce savoir médical, c'est refuser le savoir de l'humanité. C'est assumer et revendiquer un cruel manque de savoir-vivre. C'est la négation du savoir pour vivre. Pour reprendre Roger Molinier, je vous dis que vivre, c'est bien, mais savoir vivre, c'est mieux. Désormais, grâce aux nouvelles connaissances que nous a apportées la science, l'âge de la mort a reculé. Il n'y a pas si longtemps, c'était un miracle de vivre au-delà d'un certain âge. Je dois dire que je remercie la science. Sans elle, il n'y aurait que très peu de professeurs dans cette université. Bien sûr, cela ne s'adresse pas à vous. Pour conclure, je vous dirais que non seulement la personnification et les effets de la mort sont un manque de savoir-vivre, mais le fait même de mourir constitue concrètement un manque de savoir-vivre. Je vois que ma petite leçon a porté ses fruits, ma contradictrice m'a laissé m'exprimer. Cependant, je pense qu'elle meurt d'impatience de prendre la parole, je vais donc la lui céder. Quant à vous, très cher jury, très cher public, je vous prierai de faire preuve de savoir-vivre et de laisser ma contradictrice s'exprimer. Gardez simplement à l'esprit la phrase du célèbre Alphonse Allais. La mort est un manque de savoir-vivre. Je vous remercie. Madame la Présidente, chers membres du jury, chers publics, chers organisateurs, comme vous
vous avez pu le voir avant mon passage et par le biais de ma contradictrice, le sujet d'aujourd'hui nous concerne tous, à plus ou moins grande échelle. La mort est-elle un manque de savoir-vivre? L'analyse à laquelle je vais vous faire devenir partisan est donc celle où la mort ne serait pas un manque de savoir-vivre. Pour commencer, cette problématique est une citation de l'écrivain et humoriste Alphonse Allais. Alphonse Allais est né à Honfleur en 1854 et est mort à Paris en 1905. Afin d'éclaircir le sujet, nous allons commencer par en définir ces termes. Tout d'abord, la mort, c'est la perte définitive, par une entité vivante, des propriétés caractéristiques de la vie, entraînant sa destruction. La mort est donc quelque chose de visible, de perceptible à l'œil nu. C'est la fin de vie. Dès lors, c'est à ce moment que l'âme se détache du corps. Ensuite, le savoir-vivre est synonyme de civilité, éducation, politesse, tact, manière, urbanité, hypocrisie. C'est le fait de bien agir en société pour son bien-être personnel et pour le bien-être de tous. Mais, quand on ne sait pas ce qu'est la vie, comment pourrait-on savoir ce qu'est la mort? Si l'on décortique le savoir-vivre, il avant tout fait référence à la connaissance de la vie en société. Cette connaissance influence l'âme, qui est elle-même, cette âme, influencée par le corps. De ce fait, la mort libère l'âme de la perversion établie tout au long d'une vie par le corps et ses sens. Ainsi, le savoir-vivre se retrouve en sa forme la plus pure lorsque la mort survient, puisque grâce à la mort, l'âme récupère son objectivité. Par conséquent, la mort fait renaître le savoir. Le savoir-vivre implique un rapport quelconque avec autrui. De ce fait, le savoir-vivre ne peut s'appliquer que dans une relation d'échange plus ou moins étroite avec autrui. Par exemple, le savoir-vivre, c'est aider une vieille dame, malvoyante, à traverser sur un passage pour piétons, plutôt que de lui faire un croche-patte et de le mettre sur Snapchat, hashtag grand-mère étalée, hashtag une retraite en moins. Certes, au premier abord, l'aide paraît respectable. Mais ne pensez-vous pas que cet acte ne sert uniquement qu'à faire bonne figure? Le savoir-vivre, c'est également lors d'un dîner, respecter autrui et ne pas lui faire partager toutes sortes de déjections. Pour appuyer mes propos, je vais vous raconter une petite anecdote. L'autre jour, alors que le dîner de famille battait son comble, ma grand-mère, dans un élan de générosité, se leva pour aller aider ma sœur, qui n'arrivait pas à couper sa viande, quand tout à coup, une odeur nauséabonde submergea mes narines. Sans réfléchir, je lança une perle. « Mamie, c'est le poulet ou c'est toi ?» Elle ne rétorqua guère. Gênée par ma réflexion, je constata aisément mon manque de savoir-vivre à travers le sien, alors que tout le monde avait senti. Ce sont toutes ces règles qui permettent de déterminer si la personne qui est en face de nous peut être considérée comme quelqu'un de respectable ou non. Quand on meurt, le savoir-vivre s'exprime, puisque nos jugements ne peuvent plus être altérés, que ce soit par nos sens ou bien par autrui. Prenons l'exemple dans la religion chrétienne de la résurrection du Christ. Avant de mourir crucifié, Jésus était considéré, selon les Romains, comme quelqu'un de gênant. Par extension, c'était une personne manquant de savoir-vivre, puisqu'en ne faisant pas comme tout le monde, il pouvait refléter l'image d'une personne peu respectable et, de facto, manquant de savoir-vivre. Après sa crucifixion ainsi que sa résurrection, Jésus, après avoir goûté à la mort, devient quelqu'un de respectable, un symbole, une ligne de conduite. Dès lors, c'est seulement après avoir vu la mort que Jésus est devenu quelqu'un avec du savoir-vivre, ce qui tend à signifier que la mort apporte le savoir-vivre. Mais entre nous, qui peut être considéré comme manquant de savoir-vivre? Ceux qui le foutent presque à poil sur une croix ou celui qui agit pour le bien de tous? Sans transition, vivre pour le meilleur. Johnny Hallyday, il a tellement bien vécu qu'il en est mort. Oui, alcool, tabac, drogue. Mais dans ce cas, cette célèbre chanson, vivre pour le meilleur, signifie que le fait de vivre n'est qu'un tremplin vers un monde meilleur, c'est-à-dire la mort. Cependant, la mort n'est que spéculation, puisque c'est seulement au fond du trou que l'on sait ce que c'est. Donc, pourquoi irons-nous dire que la mort est un manque de savoir-vivre, alors que nous ne savons pas encore ce que c'est? Je pense que la mort ne peut être comprise qu'une fois vécue. Des volontaires? Que serait la vie sans la mort? Le pastis sans l'eau? Jackie sans Michel? Monsieur Fleury sans une blague foireuse?
Ce sont des notions complémentaires. Par conséquent, la mort ne peut pas être un manque de savoir-vivre, puisque la mort complète la vie. À présent, dans le cadre d'un couple vieillissant ou non, la mort peut être la preuve d'un savoir-vivre. La prise en considération par la personne mourante que le fait de lutter n'arrange pas sa situation, ni celle de son conjoint. Mourir apparaîtrait ici comme une preuve de savoir-vivre, afin de ne pas laisser souffrir les autres. En effet, lorsqu'une personne meurt, c'est un peu comme la sodomie. Au début, la douleur est brutale, mais après on s'y habitue. Afin de réaliser une plaidoirie mortelle, j'ai décidé d'aller aborder la personne la plus concernée actuellement dans mon entourage par la mort, mon grand-père. Je lui posai alors la question suivante. « Eh papy, selon toi, la mort est-elle un manque de savoir-vivre » Il se pencha vers moi, prit ma main et commença à prononcer ces douces paroles. « Absolument pas. C'est une délivrance, l'accession à une vie meilleure. Regarde, depuis que ta grand-mère est partie, je me sens renaître. Je remercie d'ailleurs la mort tous les jours. » Choqué par les infâmes propos qu'il prononça, je décida de pousser la réflexion en lui demandant pourquoi la mort de ma grand-mère pouvait être une reconnaissance d'une règle du savoir-vivre. Il rétorqua. Eh bien, tout simplement, parce que la maladie l'avait transformée. Elle avait désarticulé son âme, l'avait rendue mauvaise. Le seul recours pour moi au vu de la situation était donc qu'elle parte, afin, même si je ne le verrai pas immédiatement, qu'elle récupère l'âme qui m'avait permis de l'aimer pendant plus de 45 années. Partant de ces éléments, on voit ici le fait que le savoir-vivre est sans cesse tout au long d'une vie impacté principalement par la vieillesse, mais également la maladie. La vieillesse, tout simplement parce que les années ont déformé notre âme, mais également nos sens. On ne se sent plus pisser, quoi. Mais encore autrui, puisqu'il serait inconcevable de ne pas penser ou de ne pas faire comme tout le monde. Concernant la maladie, selon le type de pathologie, le savoir-vivre peut tendre à disparaître. Par exemple, le relâchement du sphincter, ou se lever devient synonyme de test de missile à la Rocketman. Bref, tout cela pour dire que la mort ne manque pas de savoir-vivre. Elle est le savoir-vivre. L'accomplissement d'une mission sur Terre avec pour récompense la reconnaissance éternelle d'être quelqu'un de bien à travers les souvenirs des vivants. Puisqu'il est vrai que lorsqu'une personne meurt, en général, on se souvient plus de ses bonnes actions que de ses mauvaises. Demandez aux héritiers de Liliane Bettencourt s'ils se souviennent de la manigance de leur mère, grand-mère, avec Sarkozy, vu l'héritage qu'ils ont touché. Ah, oui, l'héritage. Épineux problème de société dans les familles où l'argent dépasse l'humanité. Comment la mort peut manquer de savoir-vivre lorsqu'elle permet l'accomplissement de nombreux projets grâce à cet héritage? Je me le demande. Parlons à présent d'euthanasie. Pensez-vous qu'il est préférable de laisser souffrir une personne pour seul motif que la faire accéder à la mort, c'est manquer de savoir-vivre? Pensez-vous que la mort n'est-elle pas le seul endroit où les gens ne souffrent plus et où leur âme peut apprécier de nouveau la liberté? Pensez-vous que la mort est un manque de savoir-vivre dans ce cas? Pour conclure, je vous laisse réfléchir sur ces paroles de Maurice Maeterlinck, écrivain franco-belge et prix Nobel de littérature en 1911. Accoutumons-nous à considérer la mort comme une forme de vie que nous ne comprenons pas encore. Apprenons à la voir du même œil que la naissance. Il est tout à fait raisonnable et légitime de se persuader que la tombe n'est pas plus redoutable que le berceau. Merci. Comme vous avez pu le constater, j'ai fait preuve d'un manque de savoir-vivre, inhabituel, qui a provoqué la mort de la plaidoirie de ma contradictrice. En effet, chère contradictrice, vous nous expliquez que la mort nous amène dans un monde meilleur. Mais comment pouvez-vous dire que la vie après la mort est meilleure? Il n'y a aucune preuve de l'existence de cette vie. Et il reste toujours que le fait même de mourir, et donc d'abandonner sa famille, ses proches, ses responsabilités, est en soi égoïste. La mort nous pousse à être égoïste. C'est ce qui est pour moi un manque de savoir-vivre. La mort manque donc de savoir-vivre de ce point de vue-là. D'autre part, vous nous expliquez que pour vous, la mort change les gens. À son approche, les gens deviennent malades. Ils ne réfléchissent plus comme avant. Mais justement, cette
approche que vous faites là. La mort change les gens et donc les rend différents. N'est-ce pas un manque de savoir-vivre en soi ? D'autre part, du point de vue de l'héritage. L'héritage, je pense que c'est une preuve parfaite de l'impolitesse de la mort. En effet, la mort s'étant abattue sur un individu, les familles sont amenées à se déchirer sur ces questions d'héritage, sur des questions d'argent. Là encore, nous voyons le manque de savoir-vivre de la mort. Pour conclure, je dirais que le savoir-vivre m'oblige tout de même à reconnaître que certains de vos arguments ne manquent pas d'intérêt. Cependant, il paraît évident que si la mort n'était pas réellement un manque de savoir-vivre, jamais ni Beccaria, ni Hugo, ni Badinter n'auraient lutté contre sa peine avec tant de force, de vigueur et de passion. Vous avez dans votre plaidoirie, dit tout à l'heure, émis la question de savoir si on connaissait la mort. Je ne pense pas. En effet, on connaît la mort, mais pas la mort. À moins que vous vouliez la connaître de suite. Ah oui, vous avez dit également que la mort était froide. Que pensez-vous de la représentation de l'enfer ? Ah oui, vous avez dit également que les défunts abandonnent famille, travail, etc. Lors d'une maladie. Mais la mort n'est-elle pas le seul remède à la maladie ? Il est vrai que la mort est un sujet assez tabou dans notre société, mais du point de vue que je l'ai décrit, la mort, c'est le détachement de l'âme qui était reliée au corps. L'âme devient pure dès lors qu'elle passe au stade de la mort. Vous comprenez ? Ah oui, l'enterrement. Vous avez dit que c'était une impolitesse de rédiger une éloge funèbre, j'en passe. Non, c'est la reconnaissance d'une vie. La dernière attention envers le défunt. Je ne pense pas que ce soit une impolitesse. Ah oui, ne pas savoir vivre sainement mène à la mort. Que pensez-vous des bébés mort-nés ? Voilà. Vivre mieux avec la chirurgie. Demandez à Lolo Ferrari, elle éclatera de rire. Ce que je voulais déterminer dans ma thèse, c'est le fait, et je l'ai dit au tout début, c'est le fait qu'Alphonse Allais, c'était un humoriste. Donc, son affirmation comme quoi la mort serait un manque de savoir-vivre, ne serait-elle pas une forme d'humour ? Dans ce cas, la thèse de ma contradictrice semble fortement erronée, puisque fondée sur une allégation faussement évidente. Dès lors, si M. Allais dispose faire de l'humour par le biais de cette citation, la mort ne peut nullement être un manque de savoir-vivre, puisque de cette affirmation humoristique ressort une considération logique. La mort n'est pas un manque de savoir-vivre. Ensuite, je voudrais citer un passage de Phédon, œuvre de Platon, relatant de la mort de Socrate. « Quand donc, dit Socrate, l'âme attend-elle la vérité ? En effet, lorsqu'elle entreprend d'étudier une question avec l'aide du corps, elle est complètement abusée par lui, cela est évident. Tu dis vrai. Donc, si jamais la réalité d'un être apparaît à l'âme,
C'est évidemment dans l'acte même de la pensée que cela a lieu. Oui. Et là, pense mieux que jamais, sans doute, quand elle n'est troublée ni par l'ouïe, ni par la vue, ni par la peine, ni par le plaisir, et qu'elle s'est le plus possible isolée en elle-même, dégagée du corps et rompant dans la mesure du possible tout commerce et tout contact avec lui. Elle aspire à ce qui est. C'est bien cela. Allez, Iacta Est, je vous remercie. Une première question. Donc vous dites, en fait, c'est égoïste de mourir. Mais alors, qu'est-ce que vous faites du problème de la surpopulation? Voilà. Donc, on va être je ne sais pas combien, qu'il n'y aura plus de quoi peut-être nourrir l'humanité. C'est très ambigu. Alors, je pense que, effectivement, dans cet exemple-là, on ne peut pas dire que mourir est égoïste. Mais je pense que, finalement, c'est la mort qui manque de savoir vivre. Et donc, la mort qui nous amène à avoir un comportement égoïste. Mais pas forcément par rapport à la surpopulation, mais par rapport à notre famille, que nous d'hommes. Il y a forcément un caractère égoïste derrière la mort, que la mort personnifiée pourrait nous amener à... Ça m'amène à une seconde question, peut-être évoquée, je ne sais plus laquelle d'entre vous. Vous êtes sûr que la fille d'Eliane Bettencourt a trouvé sa mère très égoïste? Je ne suis pas sûre. Pas sûre que tous les héritiers trouvent leurs parents ou grands-parents très égoïstes. Je pense que l'égoïsme, dans ce cas, n'est pas par rapport au sujet financier. Pour le coup, la mère, étant morte, elle ne peut plus donner d'amour. Et je pense qu'il n'y a pas uniquement que le domaine financier qui doit être pris en compte pour l'égoïsme. J'aurais une dernière question. Vous avez, c'est assez intéressant, personnifié la mort, donc comme une femme. Mais alors les Anglais, eux disent, c'est neutre, the death. Alors la mort est-elle une femme vraiment? Je pense que les Anglais ont raison. Je suis d'accord avec vous. Effectivement, la mort, oui, peut-être que dans la plaidoirie, on peut penser qu'il s'agit d'une femme, mais je pense qu'il n'y a pas d'identité, que ce soit féminin ou masculin, c'est une chose qui n'est pas... c'est pas dans l'être. D'accord. Très bien, merci. Donc je ne sais pas si vous avez une question à poser. Ah non, très bien, je vous laisse la parole. Il me semble avoir entendu dans votre plaidoirie que vous défendiez le manque de savoir-vivre, le fait que ce n'était pas un manque de savoir-vivre plutôt, mais pour un âge avancé. D'ailleurs, vous avez regardé. Qu'en est-il pour une personne plus jeune? C'est la même chose, puisque l'on meurt tous les jours. Si la célèbre chanson dit Born to be alive, nous sommes avant tout born to die. Je pense que dès la naissance, nous mourrons un peu chaque jour. Donc au final, ce que je vous ai, quand je vous ai montré, ça me concernait aussi. C'est juste au niveau... Voilà. Parce que vous défendiez aussi le fait de se dégrader. Or, à 25 ans, je pense que c'est pas encore. On n'est pas dégradé, on est en pleine forme. On pense être en pleine forme. Mais le bébé qui sommeillait en nous est mort. L'adolescent qui sommeillait en nous est mort. Donc au final, nous mourrons tous les jours. Et donc nous nous dégradons. Mademoiselle Colombelle,
Je remarque que pour quelqu'un qui prétend être maître en la matière de savoir-vivre, vous ne vous levez pas quand vous répondez aux membres du jury. Ça, c'est fait. Donc vous avez défendu la thèse selon laquelle la mort manquait de savoir-vivre. Et moi, la question que je me posais, est-ce que ce n'est pas plutôt les vivants, aujourd'hui, en tout cas dans notre ère contemporaine, qui manquent clairement de respect et donc de savoir-vivre vis-à-vis de la mort? Je vais prendre un exemple très récent. Est-ce que vous connaissez Logan Paul? Pour ceux qui ne connaîtraient pas Logan Paul, et je suis désolé d'être un peu vulgaire, c'est ce qu'on pourrait appeler communément, en un terme presque scientifique, un petit con. Américain, qui fait des vidéos sur YouTube et qui consiste à faire des vlogs. C'est-à-dire il se filme au quotidien, en marchant dans la rue, en jouant à des jeux vidéo, en embêtant les passants. Voilà, c'est le phénomène un peu à la mode sur YouTube. Et récemment, il était en vacances au Japon, parce qu'à force d'embêter les Américains, il s'est dit je vais changer, je vais aller voir les Japonais. Et il s'est rendu dans la forêt des suicidés, qui est près du mont Fuji, qui est une forêt connue, comme son nom l'indique, puisque c'est un endroit où les Japonais, le Japon ayant un très fort taux de suicide, notamment chez les jeunes, c'est presque une culture d'ailleurs chez eux, quand on connaît le système de l'harakiri par exemple. Et donc beaucoup de Japonais vont se suicider dans cette forêt. Il y va, il filme, et évidemment ce qui l'intéresse c'est pas forcément la faune et la flore, mais il croise les doigts pour tomber sur un cadavre et pouvoir faire le buzz ainsi sur internet. Et oh, coup de chance, un cadavre, et ben je vais le filmer, et puis je vais rigoler avec mes copains autour, et je vais montrer ça à tout le monde, et faire des millions de vues, et gagner de l'argent. Non. Sauf que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, puisque l'humanité, heureusement, a encore un peu de bon sens, et beaucoup de gens se sont révoltés par rapport à cette vidéo, et elle a été très vite retirée. N'empêche qu'il a quand même essayé. Voilà, quand on voit ce genre de comportement, est-ce que vous pensez que c'est pas plutôt les vivants qui parfois manquent de respect ou de savoir-vivre vis-à-vis de la mort? Je pense que finalement, c'est la mort qui enclenche ce comportement. C'est-à-dire que les vivants vont devenir, vont commencer à avoir un manque de savoir-vivre parce que la mort existe, parce que la mort vient les frapper. Et dans cet exemple, la mort a effectivement frappé, et le vivant va faire preuve d'un manque de savoir-vivre parce que la mort est venue. Donc je pense qu'on peut affirmer que la mort manque de savoir-vivre parce elle provoque ce manque de savoir-vivre chez les vivants. Merci. Alors, est-ce que vous avez vu le film « Les cadavres ne portent pas de costard » ? Un vieux film. Malheureusement, non. Ah, dommage. Question tombe après l'autre. Ma question était la suivante, du coup, elle ne serait-ce pas un manque de savoir-vivre? Bon, j'en ai plein d'autres, vous en faites pas. Est-ce que vous connaissez, là sans doute, la profession du croque-mort? Oui. Vous voyez un petit peu en quoi ça consiste et en quoi ça consistait, on ne le fait plus trop aujourd'hui, mais c'est un petit peu la même chose. Finalement, la personne qui, pour s'assurer que les cadavres étaient bien refroidis, croquait un orteil, deux si on était un peu gourmand. Et ne serait-ce pas finalement un manque de savoir-vivre vis-à-vis de la mort? Donc, aux questions de mes camarades. Donc, si je reformule, le fait de croquer le pied de la part d'un croque-mort à un mort signifierait un manque de savoir-vivre. D'accord. Non, je pense pas. Il vérifie juste s'il est mort. Très bien. Alors, j'ai une question pour vos camarades. On a parlé de la personnification de la mort. J'en ai une autre. Connaissez-vous la personnification de la légende bretonne de la mort? Est-ce que vous avez regardé les épisodes de Camelot? La série télévisée par Alexandre Astier? Non, vous connaissez pas. La vainqueur. Elle s'appelle L'Ankou, sauf que c'est un homme, là pour le coup, en tout cas dans la légende bretonne et en tout cas dans les épisodes de la série télévisée.
Et vous aviez dit, dans votre plaidoirie, il me semble que la mort, elle ne s'annonce pas par texto, etc. Bah, l'en-coup s'annonce. L'en-coup, en fait, s'annonce depuis un moment et vous savez quand la mort arrive. Parce que l'en-coup, justement, c'est finalement ce vieux bonhomme qui arrive avec sa charrette pour amasser les cadavres et les emmener dans la mort. L'en-coup s'annonce. Donc, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une contradiction par rapport à vos propos à ce sujet-là? Je dirais que cette personnification donc est peut-être un peu éloignée de ce qu'est la mort finalement en réalité, parce que je ne pense pas que la mort prévient. Vous croyez qu'un condamné à mort n'est pas prévenu? Vous croyez qu'une personne atteinte d'un cancer incurable n'est pas prévenue de la mort? Bien sûr, mais la mort arrive, mais il n'y a pas d'heure précise. Je veux dire, il peut toujours se passer quelque chose, et la mort ne vient pas finalement. C'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas toujours. D'accord, et le suicide, du coup, c'est la maîtrise de sa propre mort, non? Oui, tout à fait, mais on peut rater son suicide. Mademoiselle Chemin, vous avez cité ce merveilleux texte du Phédon, de ce cher Platon, dont je suis moi-même un très grand fan. Il y avait des posters de Platon, j'en aurais chez moi, je pense. Et la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que la maïotique est un manque de savoir-vivre? Vous voulez que je vous... Non, c'est bon? C'est l'accouchement de l'esprit, comme ça. C'est le fait d'accoucher, mais de l'esprit, pas la maïotique, non. Non, la maïotique, c'est la technique favorite de Socrate lorsqu'il dialogue avec parce que quand on regarde tous les textes de Platon, c'est toujours des dialogues. Que ce soit la République, que ce soit le Phédon, que ce soit le Gorgias. Et la maïotique, en fait, c'est la technique qu'a Socrate pour en fait faire croire à la personne en face de lui que c'est elle qui arrive à construire un raisonnement et à se contredire, alors qu'en réalité, c'est lui, Socrate, qui amène la personne à se contredire. D'accord? Il fait mettre la personne face à ses propres contradictions, ce qui fait qu'elle se contredit. Donc en fait, depuis le début, il se moque de la personne. Il sait très bien où il veut en venir, Socrate. Mais il va laisser plutôt la personne se déconstruire elle-même. Donc Socrate ne joue pas vraiment le jeu dès le départ. Il n'est pas très honnête, pas très franc lorsqu'il commence un dialogue. D'où ma question, est-ce que la maïotique est un manque de savoir-vivre? Pour moi, non. Non, parce que nous sommes tous dans la société manipulés, que ce soit par l'exemple le plus marquant, c'est les marques. Nous sommes manipulés par les professeurs également. Nous devons tous arriver à un niveau excellent et on se tape un 8. Ouais. C'est pas choquant qu'on dialogue avec quelqu'un, qu'on joue pas carte sur table dès le départ. Mais enfin, c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire là. Pas totalement, parce que ça voudrait dire que je chercherais à vous faire dire quelque chose. Et je vous pose juste une question. Oui, mais vous cherchez à me contredire. Je vous pose juste une question. mais justement, je rebondis sur ce que vous disiez, et très rapidement. Je sais pas, est-ce que vous êtes juriste? Oui. D'accord. Dans ce cas-là, sans trop rentrer dans des détails juridiques, ça me fait penser au principe du contradictoire. Oui. On doit s'échanger nos écritures, nos pièces avant d'être jugé. Donc est-ce que, là en tant que juriste, si la juriste devait me répondre, qu'est-ce que vous en pensez du fait de ne pas jouer franc jeu comme peut le faire Socrate dans ses dialogues? Je pense que pour réussir, on est un peu obligé. La profession d'avocat, pardonnez-moi, mais c'est le but pour réussir à obtenir... Contact.
Alors moi j'avais une question par rapport aux réseaux sociaux, puisque j'ai entendu donc, aborder ce sujet dans la thèse du Louis. Est-ce que finalement la mort virtuelle sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est une preuve de savoir-vivre? C'est une question que je vous pose à toutes les deux. Et qu'est-ce qu'on entend par une mort virtuelle? Dans votre question, vous parlez... Oui, c'est ça. Oui, je crois que c'est mademoiselle qui avait abordé la... Oui, absolument. Mais donc vous parlez de la mort... Sur les réseaux sociaux, c'est vous qui avez abordé le sujet, oui. Oui, donc... Bien, moi, je pensais à la mort réelle. La mort qui peut être propagée effectivement sur les réseaux sociaux, mais on l'a vu dans l'exemple de tout à l'heure, avec le youtubeur qui met en avant la mort. La mort est présente partout, elle est omniprésente. Ah oui, c'est pas de virtualité pour vous. Il n'y a pas de virtualité. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut disparaître des réseaux sociaux du jour au lendemain. Oui, et ne plus. C'est une autre forme de mort, effectivement. Mais dans ce cas, il s'agit également d'un manque de savoir-vivre. Disparaître des réseaux sociaux, ne plus donner de nouvelles. Savoir-vivre, peut-être une question de survie parfois. Mieux vaut disparaître. Effectivement. C'est une autre question. Et vous, par rapport aux réseaux sociaux, la mort, vous paraît-elle... S'il y a une mort virtuelle sur les réseaux sociaux, vous paraît-elle toujours aussi séduisante? séduisante, non, mais je pense que au-delà des réseaux sociaux, ne serait-ce que tout à l'heure, j'observais Monsieur Ménard, qui était absorbé par son téléphone portable. J'ai pas vu moi-même le film La mort, les cadavres d'Abi Costa, donc je regardais un petit peu, essayer de faire penser. Merci. Du coup, je considérais pendant un instant qu'il était mort, puisqu'il n'écoutait pas la plaidoirie des autres. Donc au final, il a été absorbé virtuellement, donc il est mort virtuellement. Et physiquement, enfin pas physiquement, mais pas encore. Il est mort devant nous. Son attention était morte. Voilà. Donc a priori, A priori, on peut mourir virtuellement avec autant de savoir-vivre. oui. Il suffit d'avoir du tact. Sauf que parfois les internautes n'en ont pas beaucoup et malheureusement les jeunes qui se suicident suite à leur atteinte à l'image sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc c'est pas forcément très joli. Non. Mais c'est la prévention derrière qui n'est pas assez ferme. Et vous faites la différence entre euthanasie et suicide? Oui. Le suicide, on le décide. On peut le décider lorsqu'on a une maladie incurable, mais on peut le décider aussi pour d'autres raisons. Alors que l'euthanasie, si mes cours le permettent, n'est possible qu'en cas de maladie vraiment incurable et de douleur insoutenable. C'est mon point de vue. Mais de toute façon, vu que c'est pas légal en France, on n'a pas en parler là. Oui, la finalité toujours la même. Oui. Finalité toujours la même. Oui. D'accord, enfin moi j'ai plus de... Une dernière, je souhaiterais répondre. Je ne vous ferai pas l'affront de me définir la dualité entre le positivisme et le naturalisme. Et j'aurais bien finalement souhaité que l'on parle un petit peu de la philosophie d'Épicure. Épicure, finalement, nous incite, dans sa lettre à Ménécée, à ne plus avoir peur de la mort. Il propose une méthode. La méthode, c'est de philosopher. Tout âge est bon pour philosopher. Et pour rejoindre les propos de mon camarade, la philosophie de Platon, finalement, pourrait nous aider à ne plus avoir peur de la mort. Mais finalement, est-ce véritablement Platon qui pourrait nous aider? Parce que pour Platon, et je pense que justement c'est les propos que vous défendez, le monde contiendra toujours une part de mystère inaccessible à notre intelligibilité limitée. La mort en ferait partie. Par contre, vous défendrez plutôt la froideur, de l'analicité, la thèse du cercle de Vienne, le positivisme froid et
qui finalement veut que tout est observable, tout est descriptable, descripteur, descriptable. Et donc finalement, c'est un petit peu ces deux thèses qui s'affrontent, le naturalisme contre le positivisme, qu'est-ce qui est possible de comprendre, qu'est-ce qui n'est pas possible de comprendre. Bon, c'est pas vraiment une question, c'était pour essayer de vous mettre en difficulté, je me suis mis moi-même en difficulté. Ma question est la suivante. Si la mort ne peut pas être finalement, si ce n'est pas un manque de savoir-vivre, est-ce qu'à l'inverse, on pourrait la condamner pour usage de faux? On ne le sait pas. On ne le sait pas puisqu'on n'est pas encore mort. Et la science, je ne pense pas qu'elle puisse entrer dans la tête d'une personne morte, vu que l'âme est partie. Il faudrait réussir à trouver une machine qui peut éventuellement collecter les âmes et les faire parler. Est-ce que vous avez joué au jeu Dark Souls? Non. Voilà, juste une toute petite question, puisque si j'ai bien compris tout à l'heure, vous avez dit que finalement, quand les moribonds, enfin, ou les vieux, en fait, leur âme qui se déforme, et qu'en fait c'est très bien. Donc en fait, quand on devient vieux, on devient méchant. Voilà. Bon, je ne suis pas encore complètement moribonde. J'ai peut-être encore quelques belles années, je ne vais pas vous martyriser dans les années à venir, enfin j'espère pas. Mais ça m'a, oui, parce que c'est ce que je me suis demandé, mais voilà. Est-ce que vieux égale méchant, quoi? Non, pas forcément. Pas au sens de la méchanceté, mais au sens où l'âme est totalement déformée au fil du temps. Donc, puisque l'âme est déformée, donc le savoir-vivre c'est très triste ce que vous dites. Donc on n'a plus qu'à se suicider, quoi. Pas forcément. Mais non, c'était juste pour accentuer le fait que c'était vraiment l'âme qui était la source de savoir-vivre. Et une fois enfermée dans un corps, elle est pervertie par nos sens autrui et la vie au final. D'accord, je pensais qu'en vieillissant, on pouvait acquérir la sagesse et que justement les philosophes nous enseignent des choses dans ce sens. Mais bon, chacun sa vision de la vie. Moi j'ai une vision plutôt positive, mais bien, je vous remercie.